Salut les cinéphages, c'est Mireille et aujourd'hui encore une vidéo à deux, car à deux c'est mieux, à deux ça fait plaisir, à deux on peut échanger et c'est les vacances, il fait chaud, voilà. Je vous ai préparé des petites vidéos bonus, j'espère qu'elles vous plairont. Et aujourd'hui je reçois l'ami Steve de Revue, à la petite chaîne qui, j'allais dire non en fait, ça y est la grosse chaîne, hein. C'est qui monte, qui a monté, qui va me dépasser dans très très peu de mois. On se Voilà. calme-nous, là, on n'est pas rendu là Ah encore. bah écoute, quand même, hein, tu prends de galon comme jamais, et puis j'entends les gens autour de moi, même des amis proches, ils me disent: tu connais Revue? Je dis, bah oui. Voilà, non, c'est mortel. Même ceux Franchement, qui me détestaient au début, maintenant. C'est ah ouais, tu as su incroyable. t'as su les convertir, c'est incroyable. Donc, je suis très content que tu aies accepté l'invitation. Toujours plaisir. Et ben, écoute, ça fait plaisir. Et on va parler Die Hard. On va parler Piège de cristal. On va parler de ce qui est peut-être la meilleure saga d'action ever avec Bruce Willis, qui est mon acteur préféré, hein, mon papa du cinéma, mon chouchou. Je l'ai découvert petit avec Clair de Lune et depuis, je ne l'ai plus jamais lâché. Je suis donc extrêmement triste de ce qui lui arrive, hein. Si vous l'ignorez, maintenant il est atteint d'aphasie, il est très diminué, il peut plus tourner. Et c'est toujours triste de voir nos héros disparaître. Après, il y a un petit côté, comment dire, rassurant dans le fait de se dire que il sera un peu immortel. On l'aura pas vraiment vu vieillir, en tout cas sur un écran, et du coup il restera à jamais notre McClane préféré. Moi, je McClane. suis content qu'il arrête de faire. Dans les dernières années, il avait fait des films pour des raisons financières, là. Ouais. Oui, mais c'était pas grave dans le sens où il avait jamais le rôle principal. C'était toujours des apparitions de merde. Donc en Il fait, était en gros plan sur la pochette, mais c'est tout. oui, oui. Mais voilà, c'était pas des films avec Bruce Willis. C'était des films où genre Bruce Willis faisait un caméo. Donc ça me dérange pas, ça fait pas vraiment partie de sa filmo pour moi, tu vois. Son dernier film, en réalité, son dernier gros film, c'est Glass. Et en fait, Glass, c'est cool. Le film, il est bien. Dedans, Willis, il est bien. Il y a aussi le remake d'un justicier dans la ville, quoi, qui est sympathique. Tu vois, donc voilà, c'est pas déshonorant de partir sur ça. Mais je suis d'accord avec toi, c'est clair que les direct to DVD, si tu les regardes, ça fait mal. Surtout les derniers. Ah, Parce que, il faisait 1 million pour deux jours de tournage et tu voyais l'oreillette, là. ouais, ouais, non, c'est très, très, très problématique. J'avoue. Mais bon, là, on parle pas de sa fin de carrière, on parle de son début de carrière, hein. De son prime, même, je dirais, moi. Ouais, 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 ouais. Donc Willis, il est très apprécié aux États-Unis parce que c'est un acteur comique très très doué. Hein, la série Clair de Lune l'a mis vraiment sous le feu des projecteurs. Il est excellent, il est trop drôle. La série, elle est géniale. Il a vraiment un talent d'improvisation énorme. Le duo qui forme avec Cybill Shepherd, c'est génial. J'adore cette série, vraiment, je trouve ça super. J'étais fan de lui avant de voir Piège de cristal. Moi, j'étais pas très grand à l'époque, mais vraiment. Et du coup, le studio hésite longtemps avant d'engager Bruce Willis. Puis finalement, ils tentent le coup. Et ils ont bien fait, les enfants, hein. Alors, ils sortent Piège de cristal, Die Hard. Voilà. Donc, j'ai l'édition 4K. Très, très beau master, d'ailleurs, hein, je le dis en passant. Ça fait méga plaisir. Et du coup, j'ai une question pour toi, Steve. Quand est-ce que tu découvres Die Hard? T'as quel âge? Tu vis où? Et qu'est-ce que ça te fait? J'habite au Québec. J'ai 10 ans. Ouais, j'ai 10 ans. Et c'est un film familial qu'on loue et qu'on regarde en famille le soir, quoi. Un samedi soir, quoi, en famille, on est assis, on regarde Die Hard et tu t'en rends pas compte à l'époque, mais tu es en train de voir le nouveau standard des films d'action, quoi. Quand tu le revois à 12 ans, tu comprends d'autres choses. Quand tu le revois à 16 ans, tu comprends d'autres choses. Quand tu le revois à 20 ans, tu comprends d'autres choses. Quand tu le revois à 23, et après ça, tu le vois. Moi, je le vois presque une fois par année, ce film-là. C'est qu'il y a tout dans Die Hard, quoi. Et moi, j'essaie toujours de mettre les choses en perspective. Quand on se replace en 88, on était où? T'sais, McTiernan venait de faire Predator.
avec des héros à gros bras, c'est presque des super-héros. Les mecs, là, ils se battent contre un alien, quand même. Stallone avait sorti Cobra, Rocky IV, Rambo 3 dans les années qui précédaient ça. Donc, on est encore dans les gros bras. T'as Bloodsport qui venait de sortir en 88 aussi. Donc, on est encore dans les héros à gros bras avec Van Damme. Et là, t'as un mec qui a de l'air de rien qui arrive. Que oui, c'est un flic. Tout le monde. Ouais, c'est un flic, mais c'est pas le super-héros du coin de la rue, là. Non. Là. C'est le flic qui fume, qui boit. Qui a des problèmes avec sa femme. Qui a des problèmes avec sa femme. Qui, d'après moi, a clairement des problèmes de communication en général avec les autres personnes. C'est vrai. C'est un peu le loup solitaire qui se retrouve à devoir faire les concessions d'aller voir sa femme à Los Angeles pour Noël parce qu'ils sont en instance de divorce, de séparation puis de divorce. Complètement. Et on nous présente on nous présente un protagoniste qui a tous les défauts du monde. Et qui n'a pas l'air de Stallone et qui n'a pas de l'air de Schwarzenegger. Il a de l'air de ton voisin. Et ton voisin va se retrouver dans la pire situation possible. Alors, je suis complètement d'accord. Et je rajouterais en plus qu'il n'est pas du tout mis en valeur. C'est-à-dire qu'il est désacralisé en tant que super-héros potentiel, à savoir, il a un vieux Marcel tout pourri et il finit dans une conduite d'aération, il n'a pas de chaussures, il est pieds nus, donc il est méga vulnérable, il y a des morceaux de verre partout, enfin, je veux dire, vraiment, réellement, le gars en chie du début à la fin, et c'est vraiment un chemin de croix. Il n'est pas du tout en train de passer à travers les murs avec une sulfateuse, porter un tronc d'arbre avec son bras gauche. Il est humain, il saigne, il a mal, c'est dur, c'est long, et pour reconquérir sa femme, ça va être vraiment très compliqué. Et c'est surtout aussi, tu sais, moi, j'avais fait un podcast à un moment donné où j'expliquais que, selon moi, une des plus grandes histoires d'amour au cinéma, c'était l'histoire entre McClane et sa femme. Parce que le mec, il va tout faire pour sa femme sur 2 films. Et on va le voir déchu dans un 3e film. Et un mauvais père dans le 4e film et le 5e film. C'est une des plus belles histoires d'amour que le cinéma nous a pas offertes. C'est une des histoires les plus représentatives des années 80 où le divorce devenait commun. Parce que c'était pas le cas dans les années 70, c'est vraiment dans les années 80, 90 que le divorce est devenu une règle presque. Là. Et on suit la vie de ce gars-là qui essaye d'aimer sa femme, qui essaye de trouver des compromis, mais qui peut jamais passer par-dessus qui il est lui-même. Et qui il est, c'est un flic. C'est un flic qui veut pas écouter personne. Donc, s'il écoute pas ses patrons, je pense pas qu'il écoute beaucoup sa femme non plus. Donc, on se pose jamais la question de savoir les raisons pourquoi elle veut le quitter, mais on comprend très bien pourquoi elle voudrait quitter un mec comme ça. Il n'y a que lui qui puisse mettre quelqu'un dans un état de rage pareil. Exactement. Et puis c'est bien parce qu'on le comprend de façon assez subtile également. C'est vrai qu'ils n'insistent pas dessus. Ouais, la dernière fois, nanana. Il y a juste 2 petites répliques. On n'a pas fini cette conversation l'année dernière. Et puis Et puis la réplique d'avant, mais c'est tout quoi. Et c'est super. C'est comme dans un vrai couple. Ouais, bien sûr. Dans un vrai couple, on se dit pas tout à haute voix. Il y a des non-dits. Bien sûr. Évidemment. Et il y a personne. Une femme mariée, ma chérie. Ouais, tu es mariée avec moi. Personne comme ta conjointe pour t'énerver. C'est pas faux. Ça peut arriver. Et moi, je pense que je l'énerve. Et ça va dans les 2 sens. Également. Oui, ça va dans les 2 sens. Alors, tu as dit quelque chose. Allez, j'ai envie de te dire, tu as enfoncé une porte ouverte, mais je suis d'accord avec toi. Et il n'y a pas que nous. Hein, beaucoup de gens le pensent. Peut-on affirmer aujourd'hui que Die Hard, Piège de cristal, est le meilleur film d'action du monde? Le meilleur film d'action jamais réalisé. Est-ce que c'est Die Hard 1? Est-ce qu'il a été détrôné par un autre film ou pas? Moi, je pense que sincèrement, il est dans la conversation de tout le monde qui connaît un peu le cinéma. Il faut qu'il fasse partie de la conversation pour savoir si c'est numéro 1. Après, numéro 1, ça dépend toujours de la définition de ce que les gens ont d'un film d'action.
Là, ça joue sur plusieurs. Est-ce que la SF, est-ce que Aliens, c'est un film de SF ou un film de science-fiction, d'action? Non, un film d'action, c'est pas Alien. Non, pas pour Après, moi. c'est ça. Moi, je le considère comme le meilleur film d'action de tous les temps. Déjà parce que, il va redéfinir le genre de manière incontournable pour encore aujourd'hui. Il essaye de faire des Die Hard dedans. C'est pas parce que le mec se bat comme John Wick c'est pas un Die Hard, le film. Hein. Arrêtez de penser à ça. Coincé à quelque part pour pouvoir s'en sortir et sauver quelqu'un, t'es en train de refaire Die Hard. Après, c'est dur de trouver des défauts à ce film-là. On est le plus proche de la perfection qu'on peut être, je pense. John McTiernan, dans sa réalisation, dans son interprétation du scénario, dans sa présentation de personnages, dans la qualité du développement des personnages, que ce soit le protagoniste ou l'antagoniste ou le rôle de la femme. Un des meilleurs méchants aussi de l'histoire du cinéma pour moi, hein. Hans Gruber. Rickman le joue très bien. Il fait partie de la conversation. Moi, il est clairement dans le top 5. Est-ce qu'il est numéro 1? Je pense que ça dépend des jours. C'est Dark Vador, moi, mon préféré, mais bon, voilà. Non, mais ce que j'aime vraiment beaucoup, là, c'est que en fait, tous les deux sont extrêmement intelligents. Et ce jeu de chat et de la souris fonctionne à merveille jusqu'à la confrontation qu'ils ont tous les deux, tu vois, où l'autre il prend un vieil accent, il essaye de lui faire gober qu'il est américain. Et puis en fait, voilà, c'est vraiment un petit jeu de à qui surprendra l'autre le premier. Ils ont quasiment pas de scène ensemble en plus, à part celle-ci à la toute fin. Et pourtant, ils parlent toujours par talkie-walkie interposé. Et c'est mythique, quoi. Enfin, tu vois, vraiment, ce couple-là, entre guillemets, de méchant gentil, je pense pas qu'il y en ait un qui le dépasse, quoi. Pour moi, c'est magnifique. Ils sont nuancés aussi. C'est des personnages nuancés. Mais clairement, non, mais c'est génial. Et ça, c'est un truc qu'on voit presque plus dans le cinéma. À cause des films de super-héros maintenant, les gens sont tellement habitués que quand on met un gentil, ben il est super gentil. Quand on met un méchant, il faut qu'il soit super méchant. Très méchant, caricaturaux, ouais, non, mais bien sûr. Mais rien que dans l'intrigue, de toute façon, c'est presque, j'allais dire un gimmick, parce que ça se répète, mais dans les Die Hard, mais en tout cas dans le petit twist, tu sais, où en fait, c'est pas du tout des terroristes. Tu crois que c'est un film de terroristes, en fait, c'est un film de braco, quoi. Les mecs, ils veulent juste la thune. C'est juste du pognon, il fait ça pour le pognon, quoi. Ouais. Donc, rien qu'à ce niveau-là, c'est excellent, quoi. C'est une motivation beaucoup plus réaliste que le terrorisme à Noël, à Los Angeles. Tu y crois plus quand tu vois que dans le fond, c'est OK, c'est pour du pognon. OK, on y croit. Ouais, mais carrément. Les terroristes allemands, il aurait cru moyen, quoi. Et la musique, le montage, la photographie, les cadres de McTiernan qui sont sublimes, tout le cast, parce qu'il n'y a pas que Hans Gruber, Alan Rickman, hein, tous les autres, les seconds rôles, ils sont tous magnifiques. Techniquement, c'est un film, comme je disais tantôt, c'est dur de trouver un défaut technique à ce film-là. Ouais, c'est parfait. Le directeur de la photo, je crois que c'était Yann Debon. C'est Jean Debon, tout à fait. Ouais, Yann Debon, il a fait quoi de bon après? Ben, il a fait Speed. Speed, c'est quoi? Die Hard dans un autobus. Bah, bien sûr. C'était le chef-op de Verhoeven. C'est un très, très grand chef-opérateur. C'est un mec qui a fait, à mon sens, 2 films vraiment, vraiment très, très bons, à savoir Speed et Twister. Ah ouais, 2 super divertissements, quoi. Et puis après, il est parti en vrille totale. Après, Tomb Raider, il a donné trop d'argent pour pas. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas ce qui s'est passé. On l'a perdu, c'est dommage. Mais ça aussi, on oublie souvent que des mecs comme Verhoeven, des mecs comme McTiernan, ces mecs-là, ils ont de l'influence sur les gens avec qui ils travaillent, OK? Et tu reconnais un bon réal en voyant, OK, lui, il a travaillé pour lui, en dessous de lui, puis regarde ce qu'il est devenu. Tu sais, les bons réalisateurs ont une responsabilité de maître versus apprenti, quoi. Ils doivent apprendre aussi aux gens avec qui ils travaillent. Les bons, leur talent va... tu vois, si on part dans ce principe-là, tu vois, c'est quand même relou parce que le chef-op de Jean Debon, je crois que c'est Andrzej Barkowiak. C'est le mec qui a fait après Roméo doit mourir et compagnie, tu vois.
Ouais. Après, on a perdu. Tu peux amener On a perdu une. Tu peux amener l'âne à la rivière, mais tu peux pas le forcer à boire. Hein. Exactement. Du coup, effectivement, on peut pas dire le contraire. Die Hard a influencé énormément le cinéma hollywoodien. Tout le monde voulait faire son clone de Die Hard. Tout le monde, absolument tout le monde a essayé. Donc on a eu Die Hard dans un avion, Die Hard dans une poubelle, Die Hard dans une cabine téléphonique, Die Hard dans une école, Die Hard, je sais pas moi, dans un stade de hockey sur glace, voilà, partout, avion, sous-sol, sous-marin, enfin voilà. Die Hard partout. Mais avant qu'on parle de ça, parce qu'on va en parler un petit peu, il y a eu tout simplement des suites de Die Hard. Et j'ai envie de te dire, pour notre plus grand plaisir, et alors moi, je suis très très interloqué, parce que j'avais pas pris conscience de ça, mais quand je parle avec des gens de la saga Die Hard, on ne me cite que très très rarement le 2. Tu vois, le 2, en fait, je me suis rendu compte qu'il était un peu dénigré. Voilà, ouais, pas mal le 2. Alors que pour moi, c'est juste extraordinaire, franchement. C'est le premier que j'ai vu au cinéma. Donc, il s'agit de 58 minutes pour vivre, les petits amis, et réalisé par ce bon gros bourrin de Rémi Harlin, qui refera un clone de Die Hard avec Cliffhanger, d'ailleurs, voilà, Die Hard à la montagne. Un film qui est vraiment très influencé par les films d'action hongkongais de l'époque, hein, notamment de John Woo, et que je trouve personnellement extrêmement bien réalisé, avec un Bruce Willis. Alors là, pour moi, il est là le prime de Willis. Il n'a jamais été plus beau que dans ce film. Pour moi, c'est incroyable. Une super suite à tous les niveaux, je trouve. Un régal vraiment de tous les instants. Une tension pendant tout le film. En même temps, ça reste fun. Des méchants charismatiques. Une menace ultra oppressante. C'est quand même assez violent, hein, cette histoire d'avion qui tombe, qui s'écrase. Je me rappelle qu'à l'époque, il y avait titré sur la jaquette de la VHS le film avec le plus de morts de l'histoire. Et genre parce qu'il comptait en fait les passagers, tu vois, les gens dans l'avion, tu vois. Et c'était un argument commercial. On a tué tant de gens, c'est drôle, on ferait plus ça aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses, toi, de 58 minutes pour vivre, mon cher Moi, je l'adore. Moi, j'adore ce film-là. J'ai fait une vidéo sur ce film-là. Déjà, j'ai pas fait de vidéo sur le premier Die Hard, mais j'ai fait une vidéo sur le deuxième Die Hard. Déjà parce que je trouve que Rémi Harlin réussit à faire quelque chose de presque impossible, lui aussi. Il réussit à prendre un personnage hyper établi, OK? Et faire suivre une histoire sans qu'on pense trop au premier de tout le film. Quand tu regardes le 2, t'es pas... Tu sais, maintenant, avec le fan service et tout, là, qui nous mettent que tu passes le film au complet à penser au film d'avant qu'ils ont fait. Là, le mec, il a réussi à créer un univers à Washington. Déjà, il est allé dans le froid au lieu de rester dans le chaud. Ça, c'était clairement voulu, là. Par contre, la ligne rouge, le fil rouge de cette série-là, ça demeurera toujours McClane, qui lui reste le même. C'est le même mec qu'on a vu dans le 1, qui se retrouve encore une fois au mauvais endroit, au mauvais moment. Et Rémi Harlin change. Moi, je trouve qu'il change l'atmosphère du film. L'atmosphère est différente. Le fait que ce soit en hiver, ça change beaucoup. Le fait que ce soit dans un aéroport, ça change énormément de choses. Il y a beaucoup de scènes dans des corridors. Tu as un sentiment de temps qui a été rajouté à ça. Donc, on a tant de temps pour accomplir nos objectifs. Ce que tu n'as pas dans le 1. Il n'y a pas de limite de temps dans le 1. Là. On n'en parle pas, en tout cas. Dans le 2, ils mettent une limite de temps parce que sa femme est dans l'avion. Oui, il y a un petit peu... La limite de temps dans le 1, elle est un petit peu quand même symbolisée par le coffre-fort qui perce. Ouais. En fait. Mais on a quand même ce truc-là, on revient toujours sur le coffre, on a pété la première serrure, la deuxième serrure, la troisième serrure, voilà. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi. Oui, non, c'est vrai, je suis d'accord. Et on garde sa relation avec sa femme. Ce coup-là, elle est dans un avion avec le pire journaliste de l'histoire, le mec qui joue les meilleurs trous de cul des années 80. Là. C'est lui qui faisait le trou de cul dans Ghostbusters. C'est lui qui revient comme trou de cul dans ce film-là.
Le mec est un trou de cul génial, OK? La portée de son jeu en dit long. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est le seul petit élément de fanservice avec son pote, voilà, quand il l'appelle au téléphone. Là, c'est deux petits. Et en plus, c'est une scène en réalité qui sert à quelque chose. Mais je veux dire, c'est vraiment pas envahissant, quoi. Ça prend 3 minutes et ouais, c'est réglé, quoi. C'est pas comme s'il retournait toujours appeler son pote Black à Los Angeles pour avoir des puis il y a une scène géniale où justement il faxe des trucs avec la commis du bureau où elle essaie de draguer et tout. Puis tu vois que, tu sais, ouais, c'est bon. Non, j'ai une... C'était juste pour le fax. J'adore. Ah, c'est génial. Excellent. Je le trouve un peu rigide, votre client. C'est excellent. Et on reste dans l'humour. Tu sais, le personnage de McClane a cette capacité-là de tomber dans l'humour sans que ça devienne une comédie policière ou quelque chose comme ça. Oui, parce que c'est pas du tout une comédie, c'est même dramatique et très violent. Hein. Exactement. Comment se comportent les terroristes, comment ils arrivent dans l'église au début, ils gunnent à tout va. En plus, c'est rated R, hein, donc c'est vraiment des impacts de balles ultra sanglants à l'ancienne, en practical, hein, pas du tout en synthèse. Là, pour le coup, ce sont de vrais terroristes. Le meurtre avec le glaçon. Moi, m'a toujours marqué dans ce film-là quand McClane tue un mec avec le glaçon. Ça m'a... Nous, on avait des glaçons au Québec comme ça. Non, t'as parfaitement raison. En fait, lui, il est charmant, en fait. C'est-à-dire qu'il a un charme naturel, un charisme et une drôlerie naturelle. Mais en réalité, il évolue dans un univers qui est pas du tout drôle, quoi. C'est pas du tout forcé, c'est pas du tout vulgaire. En fait, tu pourrais le mettre dans n'importe quelle situation. Il arriverait à te sortir une vanne. Toi, c'est un petit peu à l'image de cette scène dans le premier, tu sais, où il s'enlève les morceaux de verre des pieds, là. Et puis il arrive à être touchant et à vanner, alors qu'en fait il est en train de souffrir le martyr. Alors que nous autres, on a super mal pour lui, genre. Ouais. Mais dans le 2, il s'énerve un peu plus. Dans le 2, il s'énerve contre les contrôleurs, contre... Il fume plus de clopes aussi. Ah ouais. Ben, c'était commandité par Marlboro, ça, c'est sûr. Ça fume des clopes comme jamais. Ça manque dans les films, ça. Non, mais plus personne filme, t'es pas au courant. T'as pas eu le même mot? Il n'y a plus personne qui fume dans la vie. Ah, c'est dommage, moi j'aime bien la cigarette au cinéma, je trouve ça cool, mais moi, c'est vrai que c'est un peu bête, mais... c'est porteur d'émotion. Ouais, il se passe un truc, je sais pas, il y a la fumée. Tu sais, le stress, quand tu veux montrer quelqu'un stressé, tu le montres fumer une cigarette avec les doigts serrés sur le Et puis Bruce Willis, franchement, il fume super bien la clope. Tu sais, son petit... je sais pas comment il fait, mais tu sais, il le fait trop bien, franchement, ça lui va trop bien, c'est mortel. Ouf, faut que j'arrête de fumer, moi. En plus, on s'en sert dans le C noir et tout, c'est vraiment très bon, quoi. Ouais. Alors... Et la fin de ce film-là est géniale. OK? Ah bah oui, évidemment, mais tout est génial. Hein. Moi, je trouve que ce film, c'est la suite parfaite. Quand la grenade lui tombe dessus, il y a tout dans ce film-là. Oh là là, Renny Harlin réussit un exploit hors du commun, encore une fois, je le répète, je veux pas agacer personne avec ça, mais il réussit à suivre McTiernan sans copier McTiernan. C'est vrai. Le truc le plus facile à faire pour les deuxièmes épisodes d'une saga, c'est de faire exactement la même chose que dans le premier. Et dans le 2, il n'y a pas les mêmes beats, c'est pas les mêmes points qu'on touche au même moment dans le film. C'est génial. Je suis complètement d'accord. Non, c'est son meilleur film à Renny Harlin, pour moi. Ouais. Clairement. C'est meilleur que Cliffhanger, selon moi. Ouais, et puis c'est meilleur que Au revoir à jamais. Au revoir à jamais est excellent, mais oui, c'est meilleur qu'Au revoir à jamais. Ouais. Donc, two thumbs up, comme on dit chez nos amis américains, pour Die Hard 2. Alors, je sais pas si tu connais l'anecdote, mais Bruce Willis, c'est un casse-burne notoire. Hein. Et donc, en fait, il s'est bagarré avec Renny Harlin sur le tournage, parce qu'en fait, il n'était pas du tout d'accord, justement, avec les petites touches d'humour, les petites vannes de McClane que voulait rajouter Harlin tout le temps. Et donc, lui, il expliquait, et c'est un bon argument de Willis, hein, il disait, mais écoute, non, moi, je suis désolé, je suis à l'aéroport, il y a ma femme qui est dans l'avion et qui va canner, en fait, je peux pas rigoler, en fait, j'ai pas le temps, et c'est pas du tout, je suis stressé, c'est pas possible, quoi. Et donc, en fait, il lui disait, oui, mais attends, c'est un film d'action, machin, il faut qu'il y ait la gouaille de McClane, bidule. Du coup, c'est parti tellement en vrillette qu'ils sont allés régler ça avec les pontes du studio. Et ils ont fait une réunion.
En gros, il y avait Arlen et Willis et les pontes qui ont dit, bah écoutez, voilà ce qu'on va faire. Vous faites tout comme Willis veut, ok, mais vous, Willis, tu fais une prise comme veut René Arlen. Voilà. Et donc, en fait, c'est ce qu'ils ont fait pendant tout le film. Donc, ils ont fait le film de façon beaucoup plus sérieuse, sauf une prise de René Harlin. Et en fait, au final, ils ont gardé toutes les prises de René Harlin, quoi. Quand il y a des vannes, hein, je veux dire. Ouais, Et ensuite, ils ont mis à culpa. Avec les acteurs, là. Voilà, et en fait, c'est ce qui est quasiment tout ce qui a marqué le plus le spectateur, la coolitude du perso, quoi, la coolitude badass. Mais en réalité, Willis n'en voulait pas du tout. Tu savais ça? Je savais pas, mais ça ne m'étonne pas du personnage qui, à l'époque, avait un ego assez démesuré, soyons honnêtes. Ah bah oui. Ce qui est normal, hein, parce que nous, on peut pas comprendre, mais quand tu as ce niveau-là de succès et que tu as ce niveau-là d'amour des gens, ça doit changer ta vision du monde. Oui, donc, puis moi, je pense que c'est un mec intelligent. En plus, Willis Kine, il comprend un peu quand même ce qu'il fait. Il a une vision du cinéma. Tarantino en parlait. Hein. C'est quelqu'un de très cultivé, en fait, qui lit beaucoup. Il cache un peu son jeu, comme ça. Il a l'air un petit peu con, mais en fait, pas vraiment. Hein. C'est quand même une tronche. Et est-ce que tu savais, mais ça, je le pense, que le film, en fait, il a été tourné en studio. Quasiment tout est en studio. Ben oui, parce que tu peux pas arrêter un aéroport, quoi. Sinon, il faut que tu trouves un aéroport fermé, ça coûte beaucoup trop cher. Et donc, en fait, c'est que de la neige synthétique. Il n'y a pas du tout de... Enfin, tu vois, tout est fake, en fait. C'est génial, c'est trop bien fait, quoi. On y voit que du feu. Pratique, hein? Ouais, c'est trop cool. Et on commence avec... Et moi, je te dirais juste une sous-note à ça pour vous montrer l'ego que Willis avait à cette époque-là. C'est à la même époque où il a commencé à sortir des albums de musique aussi. Et ça, c'est un gros indice chez les acteurs qui commencent à sortir. The Return of Bruno. Ouais, la légende de Bruno, là. Quand les mecs commencent à sortir des albums de musique, là, c'est que déjà, l'ego tient plus dans la porte. Ah, c'est vrai. T'as le melon, là. C'est pas faux. Non, mais les gens m'aiment, ils vont aimer ma musique, voyons. Mais bien sûr, évidemment. Moi, j'ai jamais trop écouté ce qu'il faisait, Willis, mais... c'est du blues rock, ouais, c'est du blues rock. Tout le monde peut se tromper, on va dire. Mais il poussait déjà la chansonnette parfois. Dans Moonlight. Ouais, dans Clair de Lune, on le voyait jouer du saxo, faire des trucs. Ça se voyait qu'il aimait bien. Ouais, il aurait bien aimé être chanteur. C'est comme Steven Seagal. Il y a une chier d'acteurs qui aimeraient ça, mais Bah bon. Ouais, qu'est-ce que tu veux. Ils sont jamais contents de ce qu'ils ont. Donc du coup, on est vraiment extrêmement contents. Bon, la réalisation, elle n'est pas au niveau de McTiernan, hein, c'est pas la beauté subliminale hein, de tous les instants, mais c'est quand même très solide. Et bah, on attend un petit peu, on attend quelques années. Et là, Die Hard 3, donc Die Hard with a Vengeance. Ouloulouloulou, et McTiernan revient. Alors ça c'est quand même la meilleure des nouvelles. En français, ça s'appelle Une journée en enfer. Ouais. Voilà. C'est le film que j'ai vu le plus de fois au cinéma, avec Time and Tide, ex aequo, je l'ai vu 9 fois au cinéma. 9 fois au cinéma? Ouais, je suis allé tout l'été. Je suis retourné tout le temps. Bah, tu sais, c'était mon acteur préféré, Willis. Hein. C'est sorti en 95, ça, non? Et puis, moi, j'étais en pension, donc je pouvais pas aller au cinéma très rarement. Donc là, c'était l'été, j'y suis allé tout le temps. J'y suis allé tout le temps. Et je l'ai même vu en avant-première. Je me rappelle, Skyrock avait fait gagner des places, fallait se déplacer, aller à la radio, et j'y suis allé, j'ai eu les places. Donc on l'a vu en avant-première sur les champs. McTiernan revient au grain, mais ce petit génie, en fait, s'amuse à faire l'antithèse de Die Hard. Donc c'est pas compliqué. Die Hard 3, c'est le contraire de Die Hard. Donc on pourrait en parler pendant des heures. Hein. Un film en hiver, là c'est un film en été. Un film à Los Angeles, là c'est un film à New York. Un film qui est, on va dire, tout en verticalité. Là, c'est un film complètement horizontal qui est ouvert sur le monde. Un film où un héros se retrouve par hasard au mauvais endroit, au mauvais moment. Là, c'est un film où on va chercher le héros et on le met de force dans l'action. Un film où il est marié, là, il est divorcé. Un film où il est tout seul, là, c'est un buddy movie. Un film qui est extrêmement léché au niveau du cadre, avec de la machinerie, des travelling. Voilà, tout ça est très élégant. Là, c'est
complètement chaotique, avec un McTiernan complètement survolté, qui, sur les images d'époque, secoue littéralement les cadreurs pour rendre les mouvements encore plus farfelus et dingues. Enfin bref, voilà, hein, on peut en parler pendant des heures. C'est l'antithèse de Die Hard 1, et c'est ça qui est génial, et ça fonctionne de fou. C'est un scénario qui à la base s'appelait Simon Says, qui est pas du tout en fait, qui n'était pas du tout un scénario pour Die Hard. Je crois que le scénario original est intéressant en fait. C'est Simon Says parce que c'est un truc en fait on joue quand on est petit à Jacadi. Ouais. Et en fait c'était, je crois que le pitch de départ c'est pareil, c'est un flic qu'on vient chercher. Voilà, et il y a un mec qui connaît l'idée dedans qui lui dit bah tu vas faire ça, ça et ça et ça. Et en fait, il s'aperçoit plus tard que le méchant, en fait, c'est un petit qui faisait chier quand il était petit à l'école, tu vois. En fait, c'était son souffre-douleur. Et tu vois, et en fait, du coup, s'étant mal comporté avec le méchant enfant, il se retrouve à en payer les pots cassés adultes. Et donc là, ils ont transformé. Donc ça a failli être un arme fatale, etc. Enfin, bref, et donc ils en ont fait un Die Hard et ils ont remplacé donc cette vengeance que je trouve intéressante du petit garçon par une vengeance un petit peu plus classique, banale. Donc c'est le frère de Hans Gruber. J'adore comment on le découvre en plus en un seul plan comme ça, juste avec. Est-ce que le nom Gruber vous dit quelque chose? Et là, tu vois juste Hans tomber, ça dure genre 1 ou 2 secondes, c'est génial. Mais ça crée un lien émotionnel super fort avec Jeremy Irons, je trouve. Ça marche très très bien. Et le film est complètement génial. C'est magnifique. La structure de ce film-là. La structure est géniale. C'est surprenant de fou. Ça commence, t'es directement dans l'action, c'est-à-dire Summer in the City, bim, ça pète. Jusqu'à la fin, tu ne peux pas te reposer, quoi, quasiment. Tu finis complètement lessivé. On va dire que le seul truc, moi, qui me pose un petit problème, c'est la fin, que je trouve un tout petit peu molle. Je trouve que voilà, le gunfight avec l'hélico, c'est pas mal, hein, mais voilà. Je trouve que ça commence à être un tout petit peu ridicule qu'à chaque fois qu'ils tirent sur le bad guy, ils disent yippee motherfucker, alors que dans le 1, c'était juste une phase comme ça. Et là, non seulement il le dit à chaque fois, mais en plus, il le dit au moment final, tu vois, de l'explosion du climax. Je trouve ça un peu ridicule, mais bon, c'est comme ça. Et donc, il faut savoir, et c'est sur le Blu-ray, hein. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo sur ma chaîne, vous pourrez aller voir, qu'il y a une fin alternative, qui était la fin voulue par McTiernan, en fait, où en fait, Jeremy Irons arrive à se tirer avec l'or, McClane se fait virer de la police, et en fait, enfin, où il démissionne, je crois, et en gros, McClane recherche pendant des mois, il le retrouve, et là, il arrive avec un bazooka, il le pose sur une table, il a effacé les petites flèches de, tu sais, up, down, right, left, donc il sait pas du tout dans quelle direction faut tirer, il lui pose des questions, il fait tourner le bazooka sur lui-même comme ça, et puis hop, il lui dit bah, si tu réponds bien, tu peux appuyer, tu choisis, etc. Et boum, il se fait atomiser, il appuie et il meurt avec un énorme coup de bazooka. Tu avais vu cette fin alternative? Non, mais je vais la voir demain. Ouais, va la voir. Et du coup, c'était une fin beaucoup plus sombre. Et une fin où Willy c'était plus McClane, enfin plus flic, je veux dire. Et du coup, ça fermait un peu aussi la possibilité de faire une suite encore. Mais ouais, c'était très très intéressant. Je pense que ça mériterait qu'on fasse une sorte de director's cut ou de version alternative avec cette scène remasterisée, vraiment avec le sound design, la musique et l'étalonnage. Parce que bon, voilà, les scènes coupées, vous savez comment c'est, quoi. La qualité est pas terrible. Mais ouais, c'est vraiment très très intéressant. Bref, j'adore ce film. Il y a énormément de gens qui préfèrent même Die Hard 3 à Die Hard 1. Voilà, moi, je fais pas partie de ces gens-là, mais c'est à toi, Steve. Qu'est-ce que t'en penses de ce film? Alors, qu'est-ce que ça te fait quand tu le vois? Déjà, je fais pas partie des gens qui préfèrent Die Hard 3 à Die Hard 1. Je pense que Die Hard 3 est excellent.
je pense que j'adore l'introduction de Die Hard 3, où on voit un McClane. Tu sais, au niveau scénaristique, là, tu vois un mec qui est démoli, quoi. Il arrive dans la pire journée de sa vie avec la pire gueule de bois de sa vie. Il cherche des aspirines et une clope, quoi. C'est la pire journée de sa vie, OK, puis le mec se fait dire Gruber. Tu sais pas ce qui l'énerve plus. Ça, que sa femme l'ait laissé ou qu'il ait mal à la tête. Tu te poses la question sincèrement, quoi. Et encore une fois, c'est du Bruce Willis dans son interprétation de McClane à son sommet, là, parce qu'il a encore envie de le jouer, on dirait. Là. Ça va devenir plus compliqué dans les prochains. Mais dans celui-là, il est encore... Et avoir ajouté Samuel L. Jackson à ce film-là, c'est toujours un risque d'amener un body à ton personnage principal, hein? Parce que ça peut faire décrocher des gens, mais Sam Jackson, il est juste. Qu'est-ce que tu me fais chier, toi? Arrête de me... Pourquoi je suis là-dedans maintenant? C'est pas ma vie, ce truc-là. Là. Moi, je m'en fous, là. Puis l'autre qui ment en disant ils veulent exploser ça à Harlem. Ou... Il didn't say Jesus, he said, hey, Zeus! Et s'embarque aussi sur il y a une scène dans ce film-là qu'on ne verrait plus. D'ailleurs, elle a été rééditée quand il la présente maintenant. Là. Tout le monde la connaît, là, la scène où Zeus rencontre John. Ça a été réédité. Si vous le voyez à la télé, c'est plus la même chose qui est écrit sur la pancarte. Tu vois que des fois, moi, je trouve ça aussi, ça enlève quelque chose au film. Tout le monde sait que c'est un mot que tu n'as pas le droit de dire. Encore moins Harlem. Si tu changes ce mot-là, mais ils l'ont pas changé dans l'œuvre originale. Non, ils le changent pour le passage télé. Mais ça. C'est ça. Je sais que moi, à l'époque, j'avais des photos de tournage. Et en fait, il se baladait, il y avait marqué I hate everybody. C'était ce qui avait marqué sur le. Et je crois tu peux pas mettre ça non plus. Mais le fait qu'il utilise ce mot-là dans cette scène-là, ça rajoute. Il sait qu'il va se faire tuer. Si tu vas te balader dans Harlem avec une pancarte qui dit ça, tu vas te faire tuer. Bah oui. Mais c'est tellement intense. C'est tellement intense, la scène. Oh là là. Non, c'est incroyable. Ça les lie tout de suite avec Samuel Jackson. Et le lien qui... Tu sais, McClane a besoin de Zeus tout le long quand ils répondent, quand ils font les trucs avec les cruches d'eau. Il a besoin de lui pour l'aider à trouver la solution. Le mec est sur une gueule de bois. Qu'est-ce que tu me demandes de faire des maths, là? OK? Fait que, ils ont trouvé une manière de rendre le personnage de Zeus déjà, hyper sympathique et deux, utile. Parce que mettre un body dans un body cop, c'est une chose. Le rendre utile, c'en est une autre. Parfaitement. Et dans ce film-là, il est utile jusqu'à la fin ou presque. Également, à noter, personnage féminin fort, la compagne de Gruber dans ce film-là est sauvage. Ah ouais. Elle décoche pas un seul mot, mortel. Quand elle tue le mec, à un moment donné, elle rentre puis elle tue un agent de sécurité, puis Gruber lui tient le bras, Jeremy Irons lui reprend le bras, puis il dit « C'est beau, je pense qu'il est mort, là. » C'est bon, elle l'a coupé à peu près à 3 places. I think he's dead, my dear. Ouais. C'est énorme. Il est mort. Un bon personnage secondaire, ça sert à la narrative du film tout le long, quoi. Puis ça garde le spectateur éveillé, quoi, durant le film. Selon moi. Mais bon, voilà, on sera tous d'accord pour dire que c'est le meilleur après le premier, que c'est incroyable, et que Die Hard aurait dû rester une trilogie. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et quelques années plus tard, McClane revient sous la direction de Len Wiseman, donc le réalisateur entre guillemets de Underworld. Ça part mal. Ça s'appelle Die Hard 4, Retour en enfer. Déjà rien que le titre français, voilà, Retour en enfer, tu dis bon. McClane est chauve. Alors ça, c'est pas possible. Hein. Moi, c'est comme Rambo 5. Stallone, sans ses cheveux longs, c'est pas Rambo pour moi. J'aurais préféré qu'il y ait les côtés. Ah, écoute, je sais pas, mais en tout cas, une perruque, un truc, une moumoute, j'aurais préféré que McClane chauve. Moi, McClane chauve, c'est pas possible, c'est pas McClane, ça m'énerve. Déjà, de base. Et je vais te laisser parler pour une fois, parce que j'ai beaucoup parlé sur le 3. Qu'est-ce que tu penses de ce film? Moi, je vais te surprendre, parce que moi, je l'aime bien, ce film-là. Déjà, j'aime beaucoup. Je n'ai pas dit que j'aimais pas.
OK. Non, mais j'aime beaucoup la prémisse de ce film-là, OK? L'idée qu'une attaque, encore une fois, on fait passer ça pour une attaque terroriste, mais à la fin de la journée, c'est juste pour faire du pognon, qui déstabiliserait nos systèmes financiers, tout ce qu'on utilise avec un ordi, tout. C'était un concept, en tout cas pour l'année où le film est sorti, je pense que c'est 2000. Je sais plus. 2000. Attends, je vais te dire. En tout cas, ouais. Peu importe, le concept est 2007. extrêmement intéressant. Et je l'ai revu cette semaine en préparation de notre. Je l'ai revu même ce matin en préparation de notre. Hey! Et je me suis rendu compte de quelques petits trucs qui peut-être m'énervaient quand je l'avais vu les premières fois, etc. Est-ce que c'est un des meilleurs Die Hard? Non. Est-ce que c'est le 4e meilleur Die Hard? Oui. Est-ce que c'est meilleur que plein de films d'action qui sortent aujourd'hui? Oui, selon moi. Timothée Olyphant en tant que méchant, c'est limite. Il est un peu fade, quoi. Il n'est pas nul, hein, mais en fait, il est fade. Il n'est pas menaçant, quoi. Ben, c'est parce qu'il joue un ingénieur informaticien. Il aurait fallu mettre autour de lui des mecs beaucoup plus menaçants, quoi. Ça, c'est un des gros défauts du film, c'est que lui, il n'est pas menaçant en tant que tel. C'est un ingénieur informaticien. Là. C'est un hacker. On va pas. C'est pas des mecs dangereux, quoi. Mais même, tu vois, au niveau de la menace, moi, tu as raison, je trouve que le concept, il est sympa, même ça s'appelait Die Hard 4.0 dans certains pays. Je trouve ça cool, moi, sur le papier. C'est-à-dire menace globale et tout, et c'est sympa. Le problème, c'est que le seul truc qu'on voit concrètement de cette menace, donc c'est un top shot où les bus sont arrêtés par des feux rouges, où voilà, il y a des embouteillages et des machins. Il y a une coupure de courant. Et puis finalement, c'est un peu tout, quoi. Donc, je trouve que sur le papier, c'est une très bonne idée. Après, dans le film, c'est pas super bien rendu, quoi. C'est pas terrible. Après, oui, il y a la scène du tunnel où tu vois qu'ils peuvent faire des petits trucs, mais tu ressens pas une menace globale de fou, quoi. Tu te dis, bon, voilà, ils peuvent changer les feux rouges, quoi. C'est un peu dommage. C'est le personnage secondaire, le jeune que McClane essaie de sauver, joué par un acteur qui était prometteur à une époque. C'est lui qui fait l'exposition sur c'est quoi la réelle menace qui se passe. Et on nous la montre peut-être pas en image, mais scénaristiquement, on nous l'explique à travers sa bouche à lui, qui lui aussi est un hacker. Et c'est lui qui dit, mais tu comprends pas, mon gars, là, ce qui va se passer. Là. Tu sais, si ça marche plus, ça veut dire que ça marche plus. S'il n'y a pas de backup pour les systèmes financiers, ça veut dire que plus personne ne sait quoi vaut quoi. Et c'est peut-être là le problème du film. C'est que tu peux pas donner une telle réponse. Tu sais, je parlais des personnages secondaires tantôt. Là, tu donnes beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance à un personnage secondaire. Parce que c'est lui qu'il faut qu'il explique à tous les spectateurs c'est quoi la menace du film. Parce que John McClane, lui, il comprend rien à ce qui se passe. Non, mais il explique bien. Mais le problème, c'est ça, c'est qu'en fait, on nous l'explique, mais on nous le montre pas. En réalité, voilà, on entend une légende, mais visuellement, qu'est-ce qui se passe? Bah, pas grand-chose, quoi. En plus, le film, il est PG. Donc, c'est pareil, il est expurgé de toute violence. Tu vois, même à la fin, c'est Yippee-Ki-Yay, motherfucker. C'était nul de fou, quoi. T'es là, tu fais, ah non, vas-y. Mais moi, je suis comme toi, hein. Moi, j'aime bien le film. Je trouve quand même sympathique à regarder. Je trouve que Willis, il a investi. Le petit climax, là, avec l'avion, c'est sympa. Enfin, voilà, il y a des... Enfin, c'est pas le climax, d'ailleurs, mais c'est vers la fin. C'est plutôt sympathique et tout. Mais voilà, on va dire que par rapport aux 3 premiers Die Hard, c'est ça le problème en fait. Si tu compares, bon bah là tu perds clairement, là tu tombes d'un étage hein, au niveau qualité. Len Wiseman, dans ses meilleures journées, n'est pas aussi bon que Rennie Harlin dans une mauvaise journée. Ah non, c'est sûr. Non, puis il y a du practical. Hein. Il y a Cyril Raffaelli qui est là, qui fait des cascades en dur. Il y a pas de synthèse quasiment. Il y a des qualités hein, sur le film, il n'y a pas de souci. Mais il manque le même scénario shooté par McTiernan, ça aurait été voilà. Et on comprendra jamais pourquoi c'est pas McTiernan qui a fait ce film-là au lieu d'aller faire une bouse comme Rollerball, quoi. Bah parce que il voulait expérimenter sur Rollerball, il voulait faire le film avec le plus de coupes possible. Il a réussi. Il le dit dans le oui, c'est le cas de le dire. Il le dit dans le commentaire audio de Die Hard 3. Il explique que son prochain film sera Rollerball et qu'il va faire un film expérimental. Et je pense que c'était son truc, quoi. Il voulait expérimenter des trucs.
et qu'il avait déjà dit tout ce qu'il avait à dire avec les Die Hard. Quand il en a fait 2, bon, je comprends qu'il n'ait pas envie de remettre une couche, puis le scénario était peut-être pas assez bien, mais voilà, en tout cas, il manque un maître. Ceci dit, Die Hard 4, c'est peut-être mieux que Plaisir coupable. Die Ça, Hard 5. gros navet. Alors, Die Hard 5, A Je te Good laisse y aller. Day to Die Hard. Bruce Willis, réalisé par John Moore. Voilà, on sait plus qui c'est. Il a fait Flight of the Phoenix, par exemple. Avec l'acteur que je déteste le plus au monde dedans, le tueur de saga, que je l'appelle. Il a réussi à tuer la saga Die Hard et Terminator à peu près dans la même période de 2 ans, donc c'est un exploit incroyable. Jay Courtney. Ouais, c'est vrai que personne ne l'aime. Bah, écoute, moi, il me dérange pas spécialement. Le premier Die Hard à ne pas être en scope. Ça, déjà, c'est une première chose. Et c'est vrai que moi, j'aime pas tellement. J'aime bien quand il y a une continuité. Et quand voilà, certains films d'une saga sont en scope et pas d'autres, ça peut me déranger. Pas forcément, mais ça peut. Et là, bah, ça me dérange un peu. Voilà, surtout que j'ai regardé les storyboards et tout était en scope en principe. Donc c'est un peu bizarre. Le premier Die Hard qui se passe pas aux États-Unis. Voilà, et ça c'est plutôt sympa, genre ça devient global. Donc ça se passe en Russie. Et parce qu'on n'a pas parlé de sa fille dans l'autre, il y avait sa fille qui est sympatoche. Voilà, Qui est une mignonne petite jeune femme. Voilà, c'est pas trop envahissant, la relation est plutôt sympathique. Et là, bah, il se rend compte que son fils est un espion. Ça, c'est quand même... voilà une coïncidence, évidemment. Et je suis d'accord pour dire que McClane ressemble plus trop à McClane, un petit peu moins sympathique. Voilà, par exemple, cette scène ultra bizarre où il colle une patate dans la gueule du gars, tu sais pas trop pourquoi, alors que c'est pas du tout le style de McClane. Bon, passons. Mais je trouve que Willis est quand même un minimum investi. C'est un des derniers rôles où il le sera encore. Je pense il commençait à avoir ses problèmes, à mon avis, hein, de santé de toute façon. Donc ça devait être de plus en plus difficile de gérer un tournage avec lui. Et surtout, moi, ce que j'aime bien, alors là, pour moi, c'est mon plaisir coupable, hein, c'est vraiment Die Hard 5. Ce que j'aime vraiment beaucoup dans ce film, c'est que c'est non-stop action. C'est-à-dire qu'il y a de l'action tout le temps. C'est un peu chaotique au niveau du filmage, hein, c'est pas incroyable, mais c'est assez dynamique. Il y a un côté 24, la série 24, qu'on aurait voulu faire en film, avec voilà, des zooms, des dézooms, des trucs qui sont à la limite du bon sens. À la limite du bon goût aussi. À la limite du bon goût. Non, mais je suis complètement d'accord avec tout ça. Hein. Mais ça cartonne tellement. Il y a tellement de practical. Par exemple, la poursuite en bagnole, je crois qu'ils avaient mis une 40aine de jours à la filmer. Et c'est quasiment que du dur, quoi. Vraiment, avec des bagnoles qui pètent dans tous les sens, etc. Je trouve quand même que c'est assez généreux au niveau de l'action. Et du coup, je me retrouve dans une sorte de film complètement vide de neurones, où c'est une énorme série B, en fait, mais une série B avec des... En fait, c'est une série B, sauf que c'est une série A. Tu vois ce que je veux dire? C'est le scénario de série B, mais avec des moyens de psycho, donc tu as des scènes d'action complètement dingues. Même, tu vois, la fin, avec l'hélico, tout ça sur le toit, pareil, il n'y a pas de synthèse. Hein. C'est vraiment tout en dur et tout. Et quelques plans impressionnants quand même quand ils sautent tous les deux par la fenêtre. Après, c'est des plans qu'on a vus plusieurs fois, mais à l'époque, c'était quand même assez sympathique. On a le petit mouvement de caméra qui va sous la piscine. Et puis, je sais pas, tu vois, je trouve un peu dur avec ce film. Même le méchant, tu vois, moi, je me suis fait avoir, franchement. Moi, je l'ai pas vu venir. Que le petit twist du méchant, je l'avais pas vu venir non plus. Jay Courtney me dérange pas. Tu le trouves crédible en tant que fils de Holly et John McClane? Franchement, ça me dérange pas. C'est pas le truc qui me dérange le plus, je t'avoue. Cet acteur-là me dérange. Baraqué, putain, alors que son père est un mec normal et tout. Ouais, mais bon, ça, c'est, je veux dire, pourquoi pas, le mec, bon,
Je veux dire, c'est pas, je suis pas là en train de. Non, cet acteur me dérange pas foncièrement. Je t'avoue, je sais que tout le monde le déteste. Moi, je le déteste pas forcément. C'est peut-être pour ça que je préfère le film aussi. Mais non, je trouve que franchement, c'est un actionneur sympathique. Voilà, c'est un petit actionneur sympathique. C'est un mauvais Die Hard. Il n'y a pas de problème. Le scénar est pas du tout fou. La réalisation, comme je t'ai dit, quoi, est très chaotique et McLean est étrange, mais ça cartonne vraiment tout le temps. Donc, vu que je suis un gros méga bourrin, bah, j'avoue que c'est un gros plaisir coupable. Et donc, ouais, je suis désolé, j'aime bien ce film. Putain, voilà. Là, j'ai perdu des abonnés, j'ai perdu toute crédibilité. Voilà, mon avenir sur YouTube ne pourra plus être préservé. Voilà, je l'ai C'est un avoué. film qui est facile à détester. Il faut avouer à moitié pardonner. Oui, il est très facile à détester, je suis d'accord. Très facile à détester parce que le scénario se tient à le fils de John McClane est en Russie et ils devront sortir de Russie. Bien résumé. C'est ça le scénar. En chemin, il y aura des poursuites de voitures, des sauts de fenêtres, des combats sur des toits, des combats dans des entrepôts, des combats sur la route. Et ils finiront par survivre tous les deux. Et on s'en doute pas du tout. Et c'est à la surprise de personne, McClane ne meurt pas. J'ai tellement de problèmes avec ce film-là. Déjà parce que tu as dit un bon point. Ce n'est pas un bon Die Hard. Okay? C'est un très mauvais Die Hard. Il n'y a rien de Die Hard dans ce film-là pour moi. Je n'aime pas l'interprétation de Bruce Willis dans ce film-là. J'aime encore moins l'interprétation de Jay Courtney dans ce film-là, qui, selon moi, ce mec-là, la seule série où je l'ai apprécié, c'est Terminal List. J'ai trouvé qu'il avait joué en tant que méchant, il était correct. Mm-hmm. Ce mec-là, dès que je le vois à l'écran, le film perd une étoile. Je suis désolé. Donc, ça commence à 4 maximum, et ce film-là n'a pas 4 étoiles. Pour moi, c'est un énorme navet. C'est un film qui se prend beaucoup trop au sérieux, mais beaucoup trop. Je sais pas. J'aimerais ça avoir des qualités à y donner. Et je l'ai regardé vite ce matin après avoir regardé le 4. Je suis passé vite sur le 5, OK? Bah, les scènes d'action sont quand même bien emballées. Franchement, la poursuite de bagnole, elle est bien. Oui, le problème, c'est que tu n'as pas de sentiment pour aucun des personnages. Donc, tu t'en fous de ce qui se passe. C'est pas faux. Je reconnais. C'est pas ouf. Hein. Je suis pas en train de. Moi, s'il serait arrivé en Russie, OK, que son fils avait été tué puis qu'il trouve son cadavre et que là, il doit trouver qui a tué son fils et tuer toute la mafia russe au complet, tuer tout le KGB, l'ancien KGB au complet, là, j'aurais fait comme, OK, ça, c'est un Die Hard, putain. Mais c'est pas ça qu'est le film. C'est clairement pas ça qu'est le film. Je sais pas. Moi, je pense qu'il y a des meilleures manières de passer 1h45 de vos vies. Oui, c'est sûr. Ne m'écoutez pas. C'est le plus mauvais Die Hard. Et avant de finir cette vidéo, donne-nous ton classement des Die Hard, par ordre de préférence. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ben voilà. Moi, c'est 1, 3, 2, 4, 5. Wow. Est-ce que je préfère le 5 au 4? Je sais pas. Je te jure, parce que je sais pas. Non, peut-être pas quand même. Mais tu me demandes de faire ma liste demain. Moi, ça pourrait être 1, 3, 2. Mais ouais, voilà. Non, moi, le 4, le 5, c'est un peu pareil en réalité. Ils auraient jamais dû lui couper les cheveux de toute façon. Bon. Bref, ça sera la fin de cette petite vidéo. Je te remercie infiniment, Steve, d'avoir accepté l'invitation. Merci pour ce petit retour, cette rétrospective Die Hard. Voilà. Et bah, voilà, je vous salue bien bas. Hein, donc, likez la vidéo, partagez-la, tout ça, hein, si ça vous a diverti un minimum. Délikez sinon. Inondez-nous de commentaires, comme d'habitude, hein, pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao. Ciao.